Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast sur Voix de l'éveil. Alors je suis content aujourd'hui de vous proposer ce podcast dans lequel je vais vous parler d'un sujet qui me touche encore énormément. J'ai choisi ce sujet parce que c'est quelque chose qu'on aborde rarement ou qui est assez tabou dans notre société aujourd'hui, même si dans d'autres sociétés, dans d'autres civilisations, ce sujet était traité comme quelque chose de vraiment sacré et d'important en termes de lien avec la terre, avec les gens qui nous entourent, mais aussi avec nous-mêmes. Et ce sujet, comme vous avez pu le lire dans le titre, c'est les psychédéliques. Alors, avant de commencer, j'aimerais rappeler d'abord une petite distinction à faire. Les psychédéliques ne sont pas forcément des drogues. On a un petit peu tout mis dans le même sac pendant les années 70 aux États-Unis avec le meilleur président que le monde ait jamais pu voir au monde, Richard Nixon. Vous avez bien compris qu'il s'agit de sarcasme évidemment, même si on n'a pas besoin d'en rajouter. C'est Richard Nixon à cette époque qui avait décidé de lancer War on Drug, la guerre sur les drogues. Je vous ferai un petit récap sur cette histoire après, mais je voulais juste vous faire la distinction entre les drogues, qui sont principalement des composés synthétiques, qui sont créés en laboratoire, et ce qu'on appelle les psychédéliques ou entéogènes, qui sont des plantes, des champignons ou n'importe quelle autre forme. Je ne les connais pas toutes, mais qui sont présentes dans la nature déjà avant que nous arrivions, qui étaient là déjà avant nous, on va dire. Alors, on va revenir juste vite fait au niveau historique. On a dans les années 70 aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, Richard Nixon qui a lancé la guerre un peu sur les drogues. Ce qui s'est passé, c'est que ça a un petit peu foutu le bordel dans tout, donc certes, tout est bon ou mauvais à prendre, il faut toujours avoir une certaine perspective, une vue d'ensemble sur les choses. Cette guerre a été lancée parce qu'on se rendait bien compte que les essais et les tests qui étaient faits à cette époque, entre les années 50 et 70, montraient que la population qui était sujet, que ce soit dans des études scientifiques ou dans la rue, à prendre ces substances-là, avait une connexion plus forte avec l'autre, c'est-à-dire avec son congénère, mais aussi avec la terre elle-même. D'où, si vous voulez, pendant la guerre du Vietnam, les problèmes qui ont été rencontrés avec le mouvement Peace and Love et le mouvement hippie. Donc certes, on ne va pas dire que c'était uniquement génial, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans tout. Le mouvement hippie a apporté énormément d'ouverture sur l'amour et sur ce que nous pouvons partager les uns avec les autres. Mais ça a aussi apporté des débordements. Je pense qu'il y a eu forcément du bon et du mauvais, comme je l'ai dit. C'est toujours pareil, il faut toujours prendre les choses avec un regard observateur, un regard un petit peu plus éloigné des choses, pour ne pas se laisser happer et ne pas foncer tête baissée dans une guerre, justement, qui n'est pas la nôtre. Et donc, dans les années 70, a été lancée cette guerre sur la drogue parce que le gouvernement américain, la CIA et le FBI se sont rendus compte au final que les études qu'ils faisaient principalement avec le LSD n'apportaient rien d'intéressant pour eux en termes de manipulation, de contrôle ou de... ils essayaient d'utiliser le LSD comme sérum de vérité un petit peu. Ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Il faut se rappeler on était en pleine guerre froide, donc l'enjeu était quand même assez important à chaque fois qu'une substance était découverte, de commencer à voir ce qu'on pourrait faire avec et son application militaire ou pour la guerre. Quand ils se sont rendus compte que ça avait plus l'effet d'éveiller les gens ou en tout cas de les détourner du scénario qu'on leur avait donné et que les gens ne voulaient pas aller en guerre et ne voulaient pas aller se battre pour une guerre qui n'est pas la leur au final, ils se sont vite rendus compte qu'il fallait à tout prix arrêter de propager ou la distribution de ces drogues, qu'elles soient même au niveau scientifique dans des études. Tout a été arrêté du jour au lendemain, les labos ont été fermés parce qu'il ne fallait plus que ça circule, clairement. Donc voilà, une petite rétrospective pour qu'on puisse
tous avoir une opinion différente sur ces substances. Donc bien sûr, les drogues dont je vous parle, ou les psychédéliques dont je vous parle, ce sont des choses, pour moi, là, qu'on va aborder uniquement en termes de nature. Donc les champignons, l'ayahuasca, la mescaline, toutes ces substances que l'on trouve dans des plantes, que l'on trouve naturellement dans notre environnement autour de nous, et non pas des substances comme la cocaïne, la MDMA, ou même encore le LSD, qui sont des choses qui sont inventées en laboratoire, et qui sont donc des dérivés, et qui n'ont pas la même réaction en nous. Nous n'avons pas les mêmes réactions à ces drogues-là, qui sont synthétiques, à des psychédéliques et des antéogènes qui sont naturels, qui sont là sur Terre, avant nous, et qui seront probablement là bien après nous, bien sûr. Il faut savoir quand même qu'on a retrouvé avec le temps beaucoup de récits, que ce soit des récits oraux ou écrits, que ce soit en Égypte, les Mayas, en Amérique latine, au Mexique, partout dans le monde, on a beaucoup de références aux plantes et aux produits psychédéliques, antéogènes. C'était des plantes qui étaient utilisées dans des cérémonies la plupart du temps, dans des rituels, et qui avaient pour but, que ce soit dans les tribus ou dans les civilisations un petit peu plus évoluées, on va dire, qui avaient pour but de favoriser le passage de l'état d'enfant à adulte, qui permettait de se reconnecter à soi, de se reconnecter à la nature, avant de passer l'étape supérieure de la vie, l'étape d'adulte, dans les tribus ou même dans les civilisations, pour faire des êtres humains plus conscients de leur environnement, afin que les gens gardent toujours en eux cette notion de lien avec la nature qui les entoure, et de ne pas justement faire ce que nous faisons dans notre société, à nous croire que nous sommes au-dessus de cette nature, de cet environnement, une espèce de pyramide créée par le darwinisme aussi, j'ai envie de dire, avec la loi du plus fort, qui s'avère aujourd'hui être complètement fausse, mais ça on en parlera plus tard. Et donc vous avez vraiment ce côté un petit peu ancestral dans ces plantes, et on en retrouve encore aujourd'hui des personnes ou des tribus qui ont ces rituels, que ce soit avec le cacao, que ce soit avec le tabac pour les Indiens d'Amérique. J'aime pas trop ce terme, mais bon, pas comment les appeler aujourd'hui. Et vous avez beaucoup de tribus qui continuent à perpétrer ces rites. Vous en avez d'ailleurs au Pérou et en Amazonie avec l'ayahuasca, le rituel de l'ayahuasca, qui est quelque chose de très sacré, qui permet à chaque personne un petit peu de rencontrer sa part d'ombre et sa part de lumière, et de se connecter à quelque chose de plus grand. Je n'ai pas encore eu l'opportunité d'expérimenter l'ayahuasca, peut-être un jour, je vous ferai un retour dessus. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire sur toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont pratiqué ce rite, c'est quelque chose qui demande de la force, du courage, mais qui demande aussi d'accepter un changement assez important dans nos vies, parce que beaucoup de choses sont chamboulées, et une nouvelle étape se passe en nous, et une nouvelle connexion se crée avec ce qui nous entoure. Donc on voit bien que c'est pas une question d'addiction ou de drogue ou quoi que ce soit, puisque le caractère principal qui a fait que les drogues sont illégales est le caractère addictogène. On ne peut pas être addict à l'ayahuasca, c'est impossible. C'est quelque chose qui est beaucoup trop puissant et qui demande une diète et une ascèse très importante avant de le faire, donc on ne peut pas être addict à ça. Et moi personnellement, ayant beaucoup pratiqué des rituels avec les champignons, donc avec la psilocybine, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est... faut vraiment être masochiste pour devenir addict à ça, parce que la sensation est très désagréable au début, elle devient très intéressante, très profonde et extrêmement bienveillante après, mais il y a toujours un passage vers le côté ombre de soi, vers son obscurité personnelle, qui vous chamboule énormément, peu importe quand vous faites ce rituel ou cette prise, vous aurez toujours à affronter votre ombre, parce qu'elle est toujours là, et elle vous le rappellera toujours. Vous en avez besoin de cette ombre, cette part d'ombre en vous. On en a tous besoin, parce que plus vous allez ignorer cette ombre, plus malheureusement vous allez mettre les pieds dedans sans vous en rendre compte. Alors que quand vous prenez le temps de lui donner son espace, justement,
d'accepter qu'elle soit là, de lui donner toute sa légitimité. Plus vous la comprenez et plus vous allez éviter justement de mettre les pieds dedans de façon inconsciente et vous allez au contraire vous en servir dans les moments où vous en aurez besoin. Je ne sais pas exactement lesquels, ça dépend de vous évidemment, mais il y a toujours des besoins où on a besoin d'être plus dans l'ombre que dans la lumière. Par exemple, un moment de survie, on aura besoin de rage et de colère ou cette force de vie qui nous maintiendra en vie. Si vous êtes en train de vous noyer, ça ne sera pas le fait de ne rien faire, de vous laisser aller qui va vous sauver, ce sera le fait de chercher justement cette part de bête en vous, cette bête qui a envie de survivre, cette bête qui est prête à tout pour sortir de l'eau et de s'en sortir. Donc vous aurez toujours besoin du sombre comme de la lumière, le yin et le yang bien sûr, mais comme je l'ai entendu il y a quelques jours, tout l'art justement de la vie, c'est de se situer dans cette limite qu'il y a entre les deux, entre le yin et le yang, ce trait qui les sépare les deux. Et tout l'art de la vie, tout l'art de l'équilibre se trouve justement dans cette capacité à résider sur cette ligne plutôt que d'un côté ou de l'autre, afin de pouvoir vraiment dompter le yin et le yang. J'avais une petite théorie que j'avais envie de vous partager. Parce que je la trouve très intéressante. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je la trouve belle en fait dans l'histoire de notre espèce. C'est une théorie de Terence McKenna, qui était l'un des pionniers en termes de partage et de speech sur les psychédéliques. Il organisait des talks où généralement il laissait les gens dire le fond de leurs pensées et lui pouvait aussi s'exprimer. Et vous pouvez trouver ces talks sur YouTube en général, je pense qu'il y a encore pas mal de vidéos sur le sujet. Et un jour, il a émis une théorie qui m'a toujours un petit peu fait tilt. Je me dis pourquoi pas. Cette théorie serait que nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui en tant qu'espèce. Nous avons évolué, nous avons grandi, nous avons fait beaucoup de chemin depuis le tout début de l'être humain. Mais Terence McKenna a proposé que si nous avons découvert telle ou telle technologie, telle façon de faire un arc, telle façon de faire du feu, telle façon de faire ceci, cela, comment utiliser les peaux de bête, ou peu importe l'invention que vous pouvez imaginer, c'était parce qu'il y avait toujours cette relation avec les psychédéliques, avec les champignons ou avec les plantes, qui permettait en fait à l'être humain d'avoir accès à des parts de son cerveau qu'il n'a pas accès dans son quotidien ou de façon normale. Et c'est lorsque nos ancêtres étaient sous cette influence qu'ils avaient donc des nouvelles idées, une nouvelle façon de répondre à des problèmes sur lesquels ils butaient depuis quelque temps. D'ailleurs, on en a la preuve assez incroyable et irréfutable que les psychédéliques ont un effet sur la façon dont on pense, puisque la CIA faisait des essais dans les années 50 et 60 sur le LSD pour voir un petit peu les applications qu'il y avait. Et l'un de ces tests fut de trouver une dizaine ou une quinzaine de scientifiques qui étaient bloqués sur un sujet, bloqués sur un problème depuis plus de 3 mois, et de leur administrer une dose de LSD. Eh bien, le simple fait de leur donner du LSD, au bout de 6 heures, je crois, ils avaient résolu tous les problèmes sur lesquels ils butaient depuis plus de 3 mois. Donc, ce n'est pas une substance magique que vous allez prendre et votre vie va changer. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est simplement une substance qui vous offre une nouvelle ouverture, une nouvelle vision des choses. Je ne vous parle pas uniquement des effets visuels, parce que certains champignons, pour le peu que je sais, certains champignons ont des effets visuels, mais certains ont des effets uniquement internes, sur la façon de penser. On les appelle les champignons un peu plus philosophiques d'ailleurs. Mais je ne vous dis pas que ce sont des substances magiques ou que tout le monde devrait en prendre. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit fait pour tout le monde. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous relie à la Terre et quelque chose qui nous relie à nous-mêmes. Et parfois dans notre vie, avec le stress, les réseaux sociaux, Internet, les téléphones, ici, la voiture, les machins, on oublie qui nous sommes. On oublie où nous allons. On en oublie même l'existence même de l'être humain, les fondements même de l'humanité, de ce qui nous caractérise vraiment en tant qu'espèce,
On en oublie de soutenir nos amis, nos frères, nos sœurs. On en oublie de regarder l'autre, de regarder la vie. On en oublie de s'épanouir devant un coucher de soleil. Et c'est vrai que les champignons, en tout cas, sont des substances. La psilocybine est une substance qui nous rappelle ceci, qui nous rappelle ce que nous sommes et le lien que nous avons avec la vie, que nous ne sommes pas à part, mais que nous sommes vraiment une partie complète de ce monde. Et c'est vrai que ça, c'est un côté assez magnifique. Pas tout le monde ne peut le supporter, je le comprends bien, parce que souvent, quand on entend des gens qui font des mauvais trips en utilisant certaines substances, ils le font parce que ils ne sont pas bien entourés, déjà d'une part. Si vous le faites avec quelqu'un qui est un psychologue aguerri et qui travaille là-dessus, un chaman, quelqu'un qui fait ça depuis sa plus tendre enfance, vous n'aurez pas le même voyage que si vous le faites avec des gens mal intentionnés qui font ça pour se défoncer la tête. Ce sont des substances qui sont faites pour apprendre, découvrir, pour faire une exploration intérieure. Ce n'est pas une substance pour aller en soirée et se la coller avec ses potes. Ce n'est pas le but. Et si vous le faites dans cet objectif-là, je pense que vous serez déçu de l'expérience et que ça va vous refermer à beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens se sont refermés à ces substances. Donc voilà, mon but aujourd'hui, c'est aussi de vous réouvrir un petit peu, pas forcément à aller vous faire une séance ou quoi que ce soit, mais juste de changer votre perspective sur les choses afin que vous puissiez vous dire, ok, bon, pendant des années on m'a dit oui c'est dangereux, oui ça fait ça, ah oui, il y a telle personne qui s'est jetée du haut d'un toit et tout. Oui d'accord, ok. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne? Pourquoi il s'est jeté du haut d'un toit? Quelle dose il avait pris? Quelle substance il avait pris? Avec quelle personne? Quel entourage? À quel endroit? Si vous faites ça dans votre appartement avec des potes entre 2 verres de bière ou je ne sais quoi, ça n'a pas de sens. Par contre, si vous faites ça dans un espace sécurisé, ritualisé avec quelqu'un qui est là pour, on va dire, encadrer la cérémonie, je peux vous assurer que le voyage ne sera pas le même. Si vous voulez faire un sport olympique, c'est bientôt les JO, si vous voulez faire de la course athlétique, vous n'allez pas le faire dans votre quartier, vous allez le faire sur une piste. Vous allez choisir l'endroit pour vous entraîner, pour faire des bonnes perfs et pas vous blesser. Vous n'allez pas faire ça dans le champ vague d'en face avec des pneus qui traînent et des trucs comme ça, c'est logique. C'est la même chose. Lorsque vous faites une démarche comme celle-ci, il faut quand même se souvenir que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de sérieux, qu'il faut entreprendre avec déjà en soi l'envie de le faire, avoir une démarche pure envers la substance, mais aussi ne pas avoir fait d'excès la veille, ne pas avoir consommé d'alcool pendant plusieurs jours avant. Lorsqu'on parle d'ayahuasca, il faut avoir fait une diète pendant 2-3 semaines avant, quasiment pas de réseaux sociaux ou d'internet avant. Vraiment, le but est de trouver ce qu'il y a au fond de vous. Donc si vous le faites dans de mauvaises conditions, tout ce que vous allez trouver, c'est brouillon, j'ai envie de dire. Donc voilà, on ferme cette petite parenthèse. Je vous parle de ça parce que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un un jour dans ma vie, un ami proche, qui m'a tout de suite un petit peu encadré sur les psychédéliques, qui m'a expliqué les dangers, les inconvénients, ce qui pouvait m'arriver, mais aussi l'autre côté, le côté lumineux, le côté intéressant, le côté recherche de soi. Et ça m'a tout de suite un petit peu passionné, donc c'est vrai que je n'ai jamais vraiment pratiqué ce genre de prise ou de substance dans des conditions néfastes, même si parfois ça m'est arrivé de jouer un petit peu avec les limites, mais ça me regarde, c'était mon problème. Je ne vous conseille évidemment pas de prendre ces substances dans n'importe quelle circonstance, si cela ne vient pas de vous uniquement et d'avoir fait des recherches avant et d'avoir médité avant, d'avoir travaillé sur vous-même avant, afin d'être serein face à la substance. Bien sûr, jamais je vous conseillerais de faire autrement. Il faut d'abord vous écouter vous dans votre cœur. Et j'ai eu cette chance de pouvoir prendre le temps de m'écouter, de découvrir d'autres choses. Et c'est un petit peu ces voyages que j'ai pu faire grâce à certaines substances, en particulier les champignons, en microdose, parce que le microdosing est aussi quelque chose de très intéressant, j'en parlerai après. Mais ce sont ces substances qui m'ont ouverte parce que j'étais très renfermé sur moi-même, j'étais très matérialiste, bloqué
on va dire, sur l'argent, la réussite sociale. Et je n'arrivais pas à m'ouvrir au-delà de ça. Et c'est la substance qui m'a ouverte en... Je pense que c'est plein de choses qui ont participé à l'ouverture de mon esprit, mais la plante m'a donné un effet très impactant pour moi, en tout cas dans ma vie, où j'ai pu sentir ma connexion avec un brin d'herbe, sentir ma connexion avec ce qui m'entoure, regarder la nature évoluer, voir ce qui se passe au niveau énergétique dans un arbre, et ressentir ces choses-là d'une puissance où vous dites « Ouais, on m'a dit que c'était une hallucination, donc c'est une hallucination. » En fait, l'excuse de l'hallucination, on peut vous la sortir et vous pouvez la sortir tant que vous n'avez pas fait cette expérience. Lorsque vous avez expérimenté le lien avec la vie elle-même, vous savez, vous le sentez au fond de votre cœur que ce n'est pas une hallucination. Au contraire, limite, c'est la vie qu'on vit tous les jours qui est une hallucination. Cette vie déconnectée, cette vie un petit peu renfermée sur nous-mêmes et complètement à la ramasse à côté de cette nature incroyable qui nous donne tant, qui nous donne tout. Et nous, on n'en a rien à foutre, on passe juste en bagnole sur l'autoroute, on regarde même plus le soleil, on regarde même plus les plantes et tout. Alors que on nous donne tout gratos. On est arrivé là, on a tout gratos, les gars. Les plantes, elles poussent, elles nous payent pas de salaire quand elles sont dans notre jardin. Elles poussent gratos, on n'a pas besoin de payer pour que l'herbe sorte. Enfin, c'est magique quand même, je veux dire. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, les champignons en particulier m'ont rappelé. Un petit peu cette sagesse. Et souvent, d'ailleurs, dans les tribus, ils disent que lorsque vous prenez la substance, que ce soit l'ayahuasca ou les champignons, vous avez l'esprit de la plante qui vous parle, qui est en vous. Et ce qui est marrant, c'est comme tout à l'heure, je vous parlais du microdosing, c'est que quand on fait du microdosing, donc le microdosing, c'est vraiment une dose minuscule, vraiment minime, que l'on prend sur une cure de 1 mois et demi, 2 mois. On fait une cure de 4 jours, 3 jours sans, 5 jours de prise, 2 jours sans, 4 jours, 3 jours, 5 jours, 2 jours. Voilà, pour éviter l'accoutumance à la substance et pour que les effets continuent à perdurer dans le temps, on va dire, au niveau interne. Donc quand vous faites du microdosing, comme c'est une cure, c'est un petit peu comme une cure de vitamines ou quoi que ce soit, vous ne ressentez aucun effet. Il y a visuellement, machin, votre vie elle est normale. Quand je fais des cures de microdosing, je vais travailler, je fais ma vie, personne ne s'en rend compte, même moi je m'en rends à peine compte. Mais au bout d'1 mois à peu près de cure, vous avez cette sensation où, ouais, en effet, il y a la sagesse de la plante qui est en vous. Parce que vous avez des réalisations, des compréhensions des choses. Quand il y a quelque chose qui vous arrive, vous réagissez pas pareil que d'habitude. Comme si votre cerveau, comme si votre esprit avait une façon différente de connecter les liens internes, vous voyez ? Et parfois, on a un peu cette sensation, en effet, qu'il y a comme une espèce de sagesse au fond de notre tête qui nous parle et qui nous dit « Oui, ça, il n'y a pas de raison pour que tu te mettes dans un état pareil, là, tout de suite, puisque de toute façon, tu sais très bien que ça va te servir, telle étape, telle chose dans ta vie. » Et c'est très dur à décrire, mais c'est très intéressant comme expérience à faire sur soi, surtout en sachant que ça ne change rien à notre comportement. Et c'est vrai que moi, mes cures de microdosing que j'ai fait, j'en ai fait quelques-unes, m'ont énormément appris sur moi parce que c'est quelque chose que on fait sur le long terme, on va dire. Alors que quand vous faites un rituel, vous allez prendre plein d'informations dans votre tête sur 6 heures de trip, sur 6 heures de voyage, vous allez en prendre plein la tête. Mais quand vous allez sortir, vous allez ressortir avec une sensation, avec quelque chose, waouh, j'ai compris des choses et tout. Mais c'est un peu comme une épiphanie, ça s'en va et ça revient. Donc il y a des trucs qui restent, mais pas beaucoup. Avec le microdosing, vous n'avez pas du tout d'effet, vous n'avez pas l'impression de triper. Mais par contre, vous allez avoir un changement qui se met dans la matière, qui se met dans votre vie, beaucoup plus doux, soft et durable. Moi, souvent, quand je fais une cure de 1 mois et demi, 2 mois, derrière, j'en fais plus après pendant plus d'1 an au moins. On sent les effets encore après parce que on a changé. Donc on n'a pas d'effet visuel, comme je vous ai dit, on n'a pas d'effet physique ou quoi que ce soit, il n'y a aucun effet, on ne peut pas le savoir. Par contre, au niveau intérieur, on sent qu'on pense plus forcément de la même façon. Les connexions se font plus vite, on réfléchit différemment, on a une capacité d'attention beaucoup plus rapide, de créativité beaucoup plus développée. Et ça change beaucoup de choses, que ce soit sur le plan du travail, mais aussi sur le plan relationnel. Parce que
on n'a plus envie des mêmes choses. Donc du coup, ça enclenche beaucoup de choses, que ce soit dans le couple, dans l'amitié, dans la famille. S'il y a eu des prises de bec avec papy, Michel, machin, parce que ceci, cela, bah, on relativise beaucoup plus facilement et on arrive beaucoup plus facilement justement à aller vers l'autre. Quand il y a quelque chose de cassé, une discussion qui est cassée, c'est beaucoup plus facile de mettre l'ego de côté, parce qu'au final, on arrive à se rendre compte que cet ego, il nous veut pas forcément du bien. Il se nourrit de tout ça, là, de ses rancunes, de ses saletés. Et la substance, la plante en elle, elle libère tout ça et elle dit non mais attends, c'est ton grand-père, t'inquiète, il est pas content, il fait la tête, c'est pas grave. Toi tu vas montrer que t'es ouvert à la discussion, et un jour s'il a envie, ça dépendra plus que de lui comme ça, s'il a envie il viendra te parler. Et toi tu seras clean, tu seras nettoyé, tu seras en accord avec toi-même. Donc c'est vraiment... je pense que c'est un outil ultra intéressant qui demanderait à être un peu plus étudié, même si dernièrement il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont faites dessus et qui montrent les connexions neuronales qui sont pas du tout les mêmes. Je veux dire, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais pour être grossier, même si je sais que c'est pas comme ça, imaginons que votre cerveau d'habitude il fonctionne à 8%, bah là il fonctionnerait peut-être à 15%, un truc comme ça. Ou alors imaginez que la connexion elle se fait uniquement entre A et B sur la moitié de votre, enfin sur votre vie au quotidien, c'est A, B, je vais au travail, je rentre, je vais de machin. Les connexions basiques, on va dire, je fais telle tâche, telle réponse, telle action, telle réponse. Bah là, avec la substance, ça fait A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Ça va partout. Ça va partout et dans tout ça, vous avez plus de choix en fait pour donner une réponse différente et beaucoup plus intéressante pour vous ou pour ce qui vous entoure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez accès à une bibliothèque de possibilités beaucoup plus grande et beaucoup plus consciente aussi. Parce que vous avez cette conscience quand vous prenez ces substances que vous n'êtes pas seul, il n'y a pas que vous. Et que déjà vous ne comptez pas tant que ça sur Terre, parce que vous n'êtes qu'un être humain parmi tant d'autres, qu'une forme de vie parmi tant d'autres. Vous ne valez pas mieux qu'un arbre, vous ne valez pas mieux qu'un chat, vous ne valez pas mieux que rien. Tout le monde vaut quelque chose, tout le monde est là pour une raison, et on le conscientise beaucoup mieux avec ce genre de substance. Donc bien sûr, on peut aussi, on n'est pas obligé, si on est un expert de la méditation, si on est transcendé par la danse, par machin, on peut vivre toutes ces choses-là. Mais je dis juste que c'est un outil qui est intéressant et que ce serait bien aussi pour nous qu'on arrête de voir ça comme des drogues dangereuses, des drogues dures, mais plus comme des outils donnés par la terre, puisqu'ils poussent tout seuls, on peut en trouver quasiment partout dans les champs, et même en France. Et le voir comme un outil, comme une technologie qui pourrait, sur certaines applications, changer les choses. Des tests en ce moment sont faits sur la dépression. La dépression, quand quelqu'un est en dépression, on va lui filer des cachetons. Donc je connais pas le nom des médocs, hein, mais on va lui filer des cachetons, et après il va devoir les prendre pendant longtemps, et quand il va vouloir s'arrêter de les prendre, ça va être compliqué. Et surtout, c'est des cachetons qui lui détruisent complètement ses émotions, qui le chantent, et c'est un légume. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est dépressif et qui est sous cachet, sous antidép, c'est compliqué. Certes, on dirait que ça va mieux, mais c'est compliqué derrière d'en sortir. Il est là, pour le coup, il y a une addiction qui se crée. Et du coup, ils ont fait des tests sur la psilocybine, le champignon en particulier, où des psychologues encadraient une personne qui souffrait de dépression, d'alcoolisme ou de tabagisme et qui voulait s'en séparer. Sur la dépression, ils ont quand même eu 78% de personnes qui, au bout de 6 mois, étaient plus dépressives. Donc ils ont fait 2 cures, 2 fois... pardon, pas 2 cures, mais 2 séances, et au bout de 6 mois, ils étaient guéris. Et sans addiction, parce que comme je vous l'ai dit, ça ne peut pas être addictogène, puisque c'est tellement puissant, on va au fond de soi, on pleure, on rit, on s'éclate, c'est un truc de fou, c'est un voyage, c'est comme si vous mettiez la VR sur les yeux et que vous partiez Ready Player One, mais dans votre tête, quoi, c'est magique. Et du coup, quand on s'est rendu compte de ça, je crois que le tabagisme aussi, ça réduisait de 67 ou 68% les gens qui fumaient, pareil pour l'alcoolisme. Il y a des applications incroyables de ces substances, si elles sont encadrées avec des psychologues, des personnes qui sont formées, que ce soit des chamans ou quoi que ce soit. Mais il y a des applications incroyables, et je pense que même d'ailleurs, je vais aller plus loin, mais ça c'est mon avis personnel, je pense que personne ne devrait être habilité à devenir ministre, président, maire ou quoi que ce soit, ou avoir un poste à responsabilité dans le monde sans avoir fait un trip à l'ayahuasca ou au champi avant.
Parce que comment vous voulez pouvoir régler des conflits, régler des problèmes ou être connecté avec votre peuple, votre population que vous dirigez, si vous êtes complètement déconnecté de vous-même et de la planète sur laquelle vous vivez? C'est pas possible. C'est pas possible. On le voit bien aujourd'hui, on est entouré de gens qui sont déconnectés, regardez où on en est. Donc, moi, je vous dis uniquement ce que je pense parce que on est là pour ça, mais j'aimerais vraiment qu'on leur donne un petit champi, là, et qu'ils se recentrent un peu sur eux pour qu'ils puissent mieux nous diriger. Je leur en veux pas personnellement, hein, on est tous un peu perdus dans ce monde, hein. Je veux dire, regardez tout ce qui se passe en ce moment. Je dis juste que, quand on regarde bien, les gens, justement, qui prodiguent et qui donnent ces rites et ces séances, les résultats sont là, quoi. Les résultats sont là. Donc, il faut être encadré, il faut être entouré, mais il faut pas faire n'importe quoi non plus. Et fermer les yeux sur quelque chose avant d'avoir fait des tests ou avant de l'avoir connu et dire non, ça c'est satanique, ça c'est dangereux, ça c'est illégal, ça c'est... Qu'est-ce que t'en sais ? Tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas essayé. Voilà. Et je pense qu'on a tous un petit peu ce besoin d'être des petits explorateurs de notre vie personnelle et de notre fond intérieur. Et ceci est un outil qui permet justement d'aller un petit peu observer ce qui se passe en nous et la connexion qu'on a avec les autres. Voilà, on va s'arrêter là, je pense que c'est pas mal pour cette petite discussion sur les psychédéliques. Et les entéogènes, surtout un nom beaucoup plus sympa que psychédélique. J'aimerais bien que vous reveniez vers moi dans un commentaire ou par message ou quoi que ce soit pour en discuter, savoir si ça vous intéresse, si ça vous a plu cet épisode sur les champignons magiques, sur le magic mushroom, et sur tous les psychotropes en général. Si vous avez aussi des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler, je serais très heureux soit de jeter un œil dessus, si je ne connais pas et que ça m'intéresse aussi, soit, si je connais, d'en parler avec grand plaisir. À la prochaine pour un podcast sur la voie de l'éveil.